Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi et un bon début de semaine, salut à vous tous et j'espère aussi que vous avez passé un merveilleux week-end la famille. Moi ça va, j'ai passé un bon week-end, hier j'étais avec un membre de ma communauté, Flamand, salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est sa dernière journée ici au Maroc, donc demain il prend son vol pour revenir en France, mais c'était agréable, j'ai passé une journée complète avec lui hier, de midi à minuit. On a visité deux villes ensemble, c'était vraiment cool. Une famille magique, un membre magique, une communauté magique. Donc salut à vous tous les boys. Et je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Merci pour vos visionnements, merci pour vos likes et merci pour vos abonnements. Ok. Donc on commence live sans trop perdre votre temps. En passant mercredi et ce vendredi, je serai en live stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord. Donc mercredi à 21h heure française et vendredi à 21h heure française. Donc cette semaine, on va parler, mercredi, ça va parler crypto, opportunités. Donc parce qu'on a plein d'opportunités dans le Discord, donc je vais prendre quelques-unes, 5 ou 6, que je vais faire les updates sur eux ce mercredi. Et vendredi, un stream complet, les fondamentaux, les événements extérieurs. Surtout cette semaine, on a énormément de chiffres qui vont tomber. La semaine passée, il y avait des chiffres qui sont tombés. Cette semaine, encore une fois, des chiffres qui vont tomber. Sur ce vendredi, je vais regrouper tous les chiffres, toutes les informations concernant les fondamentaux, les événements extérieurs, etc. Et je vais faire un putain de gros stream avec les analyses techniques. Donc soyez là, intégrez le Discord et vous êtes les bienvenus. Donc, premier truc, vidéo statique, on va parler XRP Ripple. Premier truc, Ripple X fait progresser l'évolution du XRP Ledger avec le protocole AMM XLS30D. Donc les AMM, c'est les Automated Market Makers. Donc, ça permet aux particuliers comme nous, hein, il n'y a pas que ça, mais ça permet aux particuliers comme nous de fournir de la liquidité. Donc, on pourra mettre en jeu nos XRP pour fournir de la liquidité à certains gouvernements, à certaines banques centrales, à certaines banques commerciales qui veulent de la liquidité pour leurs actifs tokenisés ou bien de la liquidité pour offrir des nouveaux services dans certaines juridictions. Donc, c'est plein de choses, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, mais c'est juste pour vous donner un résumé ici. Donc, nous, le AMM, XLS30D, c'est quelque chose de magnifique pour nous les particuliers. Parce qu'au lieu d'avoir des XRP et les garder au chaud, ouais, c'est bon, je vais attendre les $1000, $2000, $3000, bah, en parallèle, tu pourras faire travailler tes XRP et tu pourras créer un revenu passif. Donc ça, c'est que pour les particuliers. Sinon, pour les institutions financières, pour les banques, etc., ça, c'est la DeFi institutionnelle. Donc, ils pourront bien sûr créer de la liquidité pour leurs actifs tokenisés. Ils pourront créer de la liquidité pour des services qu'ils veulent proposer à certaines entreprises, à certains gouvernements, etc., etc. Et à leur tour, ils vont proposer ça à leurs citoyens, etc. Comme Palao. Palao, il parlait de peer-to-peer lending. Donc, ça veut dire que les gens de Palao, malheureusement, ils n'ont pas une infrastructure et les banques ne peuvent pas emprunter des $100 ou des $200 ou des $300. Donc, des petits micro-emprunts, tu vois. Donc, les gens de Palao, là-bas, ils font ça entre eux. Donc, le cousin qui aide l'oncle, l'oncle qui aide la cousine qui aide le voisin. Donc, ils font vraiment ça entre eux. Mais il n'y a pas d'infrastructure qui pourra permettre à ce genre de citoyens de trouver des bons emprunts, etc., etc., etc. Bah, grâce au AMM, grâce aux grandes pôles de liquidité, ce genre de juridiction, ce genre de gouvernement, ils peuvent créer des nouveaux services qui vont accommoder leurs citoyens pour des emprunts, etc. Donc, pour ça, il faut de la liquidité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que le AMM XLS30D est quelque chose d'incroyable. Je pense que c'est la meilleure chose que le XRP Ledger va voir depuis qu'il a été créé, à mon avis, parce que c'est vraiment gros et c'est ce qui va ramener le plus d'argent dans le game. Là, on parle de la DeFi institutionnelle. Là, on parle de milliards, de millions, de trillions de dollars qui vont rentrer dans le game ici, tu vois. Moi, je suis très content par ça. Et j'ai hâte, vraiment là j'attends ça avec impatience. Ripple X introduit le protocole XLS30D pour étendre les capacités AMM sur le XRP Ledger. Il y a même BIS qui a parlé de ça dans le projet Mariana. Donc on parle de AMM sur les DEX. Le XRP Ledger, c'est le premier DEX qui existe au monde. Donc là on voit le XRP Ledger qui va intégrer le AMM. Donc le AMM dans le XRP Ledger et dans son DEX aussi. Ça, c'est littéralement ce que BIS elle est en train de parler dans le projet Mariana. Donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment gros. La phase du test du XLS30D a été lancée sur la plateforme DevNet en novembre 2022. L'architecture native XRP Ledger donne aux développeurs les fonctionnalités AMM.
L'équipe de développement et de support de XRP Ledger RippleX a dévoilé des mises à jour concernant les progrès du protocole XLS30D. Cette initiative révolutionnaire vise à étendre les capacités Automated Market Maker au XRP Ledger en introduisant un mélange intrigant de DEX, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, basé sur le carnet d'ordre avec un AMM natif du protocole. Et BIS a parlé de ça dans le projet Mariana. Allez faire vos recherches. L'année dernière, RippleX a introduit, parce que XLS30D, les AMM est égal liquidité. C'est littéralement ça, liquidité. Avec le préfinancement, on débloque de la liquidité. Avec l'Internet de la valeur, on déplace de la liquidité. Avec les AMM, on crée de la liquidité. Tu vois? Donc, l'année dernière, RippleX a introduit la norme technique XLS30D ouvrant la voie à l'intégration des fonctionnalités AMM avec le XRP Ledger, passant de la conceptualisation à l'application pratique. La phase du test du XLS30D a commencé sur la plateforme DevNet en novembre 2022 et se poursuit depuis. Depuis le lancement initial de DevNet, les efforts concertés de la communauté en matière de test et de développement ont permis des progrès significatifs. L'expérience a vu la mise en place de centaines de pools AMM, et là on parle de pool AMM universel. Rappelez-vous que le XRP Ledger est un DLT universel, donc c'est un outil universel. Sur là, ça sera des pools universels aussi. Et de milliers de portefeuilles sur le DevNet, fournissant des informations inestimables sur leur dynamique opérationnelle. L'écosystème XRP Ledger a été encore enrichi avec le support AMM, désormais intégré de manière transparente dans l'explorateur xrpledger.org, les bibliothèques clientes xrpledger.js et xrpledger.py, le tout avec l'aimable autorisation du groupe RippleX. Alors que l'élan continue de se développer, un récent article de blog RippleX a élucidé la feuille de route du parcours du protocole XLS30D vers l'intégration du réseau principal de XRP Ledger. Cela implique la soumission d'une nouvelle demande de modification qui, une fois approuvée, donc il faut les validateurs de confiance qui doivent faire un vote, on parle de 80%. Ça prend 2 semaines normalement. Donc on va voir quand le vote va être lancé, et dès que le vote va être lancé, ça va prendre 2 semaines. Une fois qu'ils arrivent à 80%, bah, ça va être approuvé. Une fois approuvé, déclenche le processus de vote. Tu vois, processus de vote. Au cours de cette phase, la communauté des validateurs peut diriger le cours. Si les votes oui collectifs l'emportent sur les votes négatifs et maintiennent cette majorité pendant au moins 2 semaines, le changement proposé obtient le feu vert. Par conséquent, l'ajout éventuel de XLS30D au réseau principal XRP Ledger dépend du consensus de la communauté de l'affirmation prolongée. Parallèlement à ces avancées, des tests de stabilité rigoureux du XRP Ledger avec le protocole XLS30D sont toujours en cours, alors que le XRP Ledger alors que le RippleX ouvre la voie à la mise en œuvre. Assurer la robustesse et la résilience de l'écosystème reste un aspect essentiel de l'évolution du projet. Curieusement, le protocole XLS30D inaugure un mécanisme d'enchère continu distinct conçu pour amortir les pertes temporaires. Cette approche innovante atténue les revers potentiels et incite les arbitragistes à s'engager activement dans l'écosystème en capitalisant sur les différences de prix passagères. Cette fonctionnalité ingénieuse pourrait considérablement améliorer la gestion des liquidités, tu vois, ça parle de liquidité, et des stratégies de négociation dans le cadre de XRP Ledger. Une caractéristique frappante du protocole XLS30D est son architecture native XRP Ledger. Développée en mettant l'accent sur l'intégration simplifiée et l'accessibilité des développeurs, le protocole vise à responsabiliser les développeurs en leur fournissant un accès facile aux fonctionnalités AMM. Cette accessibilité s'étend à la création d'interfaces de négociation frontale sur mesure et de mécanismes de fourniture de liquidité. La communauté XRP Ledger est au bord d'un changement transformateur, attendant avec impatience le résultat de tests en cours et l'intégration imminente du XLS30D sur le réseau principal. Avec sa fusion transparente des capacités AMM et du DEX basé sur le carnet d'ordre, le protocole promet d'améliorer la dynamique des négociations et les provisions de liquidité dans l'écosystème XRP Ledger. Tu vois comment ça parle de liquidité? Liquidité, BIS a parlé de ça. Les AMM sur un DEX. Un DEX universel. On a XRP Ledger, un outil universel, un DEX universel et on parle de AMM. C'est littéralement ce que BIS a expliqué et je pense que ça va être quelque chose de gros, très gros. Donc là, on va parler de pools de liquidités universels qui seront utilisés par des gouvernements, par des juridictions, par des banques centrales, par des banques, par des institutions financières, par tout le monde. Ok? Et bien sûr, moins de XRP qui sera tradé, plus de XRP qui sera demandé. Parce que on va fournir de la liquidité, non seulement les particuliers, mais aussi d'autres entités, etc. So, il y aura beaucoup plus de demandes pour XRP, hein, pour ce genre d'utilité, et moins de XRP qui sera tradé, donc littéralement son prix va apprécier.
So, les AMM, je pense que ça va être quelque chose de gros. Je pense que ça va être le plus gros truc que le XRP Ledger n'a jamais connu. Et là, on parle de la DeFi institutionnelle. Voilà. Et nous, notre job dans ça, on sera des fournisseurs de liquidités. Donc, il y a des stratégies. Hein. C'est pas juste tu mets ton XRP et tu gagnes. C'est des stratégies. C'est comme Flare Finance. Donc, si tu maries ton XRP avec un autre token qui est volatile, donc les deux, tu les maries, ça te crée des LP tokens. Ces LP tokens, c'est eux qui confirment la position que tu as dans ce pool. Donc, si tu as les deux qui fluctuent et tu rentres dans un mauvais moment dans le pool, et un pompe, l'autre il dump, l'autre il dump, l'autre il pompe, bah, tu peux te faire niquer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux perdre tes XRP, etc. Donc, moi, la stratégie que je conseille le plus, c'est avoir tes XRP contre un stablecoin. Au moins, tu auras un seul actif qui va fluctuer. Donc, tu pourras mieux gérer un actif qui fluctue que deux actifs qui fluctuent, tu vois. Donc, la même chose, quand tu maries ton XRP avec un stablecoin, ça te donne un LP token. Le LP token, c'est le token qui confirme ta position dans une certaine pool, ok? Bref, tout ça va venir, on va l'expliquer, on va expliquer ça tous ensemble. On va faire des tests ensemble, on va parler des stratégies ensemble. Mais je pense que les gens qui ont déjà passé par Flare Finance savent de quoi je parle et ça va être facile pour eux. On avance. Et là, regardez-moi ça. La Reserve Bank of New Zealand, donc la banque centrale de la Nouvelle-Zélande, collabore avec Ripple sur les CBDC en utilisant le XRP Ledger. On a Bhoutan, on a Palau, on a la Nouvelle-Zélande, on a Monténégro, on a la Colombie. Ça, déjà 5. Déjà 5. On a déjà l'Uruguay, on a l'Arabie Saoudite. Donc, eux, c'est déjà fait, tu vois. L'Arabie Saoudite, ils utilisent RippleNet, mais avec Xcurrent. Donc, il n'y a rien qui les empêche d'utiliser XRP. Donc, l'Arabie Saoudite, elle aussi, elle rentre là-dedans. Bref, il y a d'autres pays. Sans parler de James Wallace qui parle de... Ils sont en train de parler avec 20 banques centrales de plus. Les gars, rappelez-vous qu'il y a déjà 30 banques centrales qui sont dans la poche de Ripple, je pense, dans ces alentours-là. Là. 30, 20, 30, quelque chose comme ça. Il y en aura d'autres, il y en a 20 ou 30 de plus qui sont en communication avec Ripple. So, les gars, vous n'êtes pas prêts, hein? Vous n'êtes pas prêts. La Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande et Ripple discutent de la création de monnaie numérique de la Banque centrale CBDC à l'aide du registre XRP. Le partenariat s'appuie sur l'expertise de Ripple en matière de la blockchain et sur le succès du XRP pour faire progresser l'intégration des monnaies numériques dans le système financier. Le partenariat pourrait ouvrir la voie à d'autres institutions financières pour intégrer les monnaies numériques en toute sécurité, refaçonnant potentiellement le discours sur la viabilité des CBDC. Tu vois? Donc la seule plateforme qui continue à embaucher, qui continue à se connecter avec des pays et des banques centrales, c'est XRP et c'est Ripple. Tu peux dire que XLM, Stellar, ils ont l'Ukraine, oui, ils ont peut-être un ou deux autres pays, oui, il n'y a pas de problème. Mais qui détient le monopole ici? C'est Ripple. C'est Ripple. Et ça, c'est que le début. Là, oui, on connaît 5 pays. Mais il y en a d'autres, comme je vous ai dit, il y en a comme au moins 20-30, l'Arabie Saoudite, l'Uruguay, le Mexique, plein, mais ils utilisent Xcurrent, tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont déjà dans le game, ils sont déjà avec Ripple, RippleNet, tu vois? Donc, le moment où ils vont dire, ok, tu sais quoi, on va créer notre CBDC, bah, ça va être facile pour eux, tu vois? Parce que l'éducation, elle est déjà là, la connexion, elle est déjà là, tu vois? Mais ça va s'officialiser avec à fur et à mesure, bien sûr. Donc là, maintenant, James Wallace nous a confirmé qu'il parle déjà avec 20 à 30 banques centrales live en ce moment même. Tu vois? Donc, la Nouvelle-Zélande, elle vient de sortir. Dans je ne sais pas combien de temps, on va entendre d'autres pays de malades qui vont sortir. Les gars, je vous le dis, je vous le répète. Oui, les autres plateformes, ils peuvent faire ce que Ripple fait. Mais qui détient le monopole? Qui a accès au système financier mondial? Ripple et non les autres. Fini. Cette décision reflète l'engagement de la Banque de réserve à intégrer l'innovation numérique dans le cadre financier du pays. La collaboration avec Ripple souligne cette ambition tirant parti de l'expertise de Ripple en matière de blockchain et du succès de sa crypto-monnaie phare XRP. La Reserve Bank of New Zealand adopte activement le potentiel de transformation des monnaies numériques dans le cadre de ses efforts continus pour moderniser l'infrastructure financière du pays. En explorant la collaboration avec Ripple, un pionnier du secteur de la blockchain, la Reserve Bank cherche à inaugurer une nouvelle ère d'innovation financière. La vaste expérience de Ripple dans le rapprochement des services bancaires conventionnels sur le marché de la crypto-monnaie le positionne bien pour une participation significative à de telles initiatives. Le XRP Ledger présente une foule d'avantages unique pour l'expansion de la technologie CBDC, notamment sa vitesse remarquable, sa sécurité robuste et son évolutivité impressionnante en font une plateforme appropriée pour répondre aux spécifications rigoureuses de la monnaie numérique d'une banque centrale. Bien sûr, là maintenant, c'est pas « Ah non, ils doivent utiliser que le XRP Ledger ». David Schwartz, il l'a dit. Ils peuvent utiliser Ethereum, ils peuvent utiliser ci, ils peuvent utiliser ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent utiliser tout ce qu'ils veulent. On n'est pas en train d'imposer notre technologie sur tout le monde. Mais quand tu utilises autre chose et quand tu comprends que le XRP Ledger, c'est la meilleure plateforme, hands down,
qui a été créée depuis 2012. Depuis 2012, elle est prête pour ce genre d'utilité. Elle est prête pour accueillir ce genre de solution. Tu ne peux pas aller ailleurs. Donc, forcément, les personnes, les autres pays qui sont allés ailleurs, ils vont voir qu'il y aura des complications. Ils vont voir que le truc, il manque un truc, il manque un truc, il manque un truc, il manque un truc. Et là, ils vont switcher vers le XRP Ledger. Maintenant, rappelez-vous d'un truc, toutes les blockchains seront interconnectées. Donc, peut-être qu'ils peuvent créer un CBDC ici, mais il n'y a pas de problème. Il peut être transacté là, il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là. Donc, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'obstacles. Tout va être interopérable. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, le XRP Ledger se connecte au EVM, donc la machine virtuelle de Ethereum. Tout ce qui se passe sur Ethereum peut aller sur le XRP Ledger. Surtout que maintenant, le XRP Ledger, avec Evernote, il aura les smart contracts. Encore une fois, c'est pas grave que s'il y a d'autres pays qui choisissent d'autres plateformes, ce n'est pas grave. Rappelez-vous des marques de sport. Il y a Nike, il y a Adidas, il y a Under Armour, il y a Reebok, il y a plein de choses. Mais ils sont tous là. Chacune a son audience, chacune a sa communauté. Mais le XRP Ledger, c'est la seule plateforme qui a été créée pour ce genre de choses. Donc, c'est elle qui aura le plus gros monopole. C'est sûr et certain. Donc, voilà. Cela correspond à l'objectif de la banque de réserve d'adopter une technologie de pointe tout en garantissant la sécurité et la stabilité de ses systèmes financiers. Le partenariat avec Ripple augmente cette entreprise en apportant des prouesses techniques et des informations commerciales précieuses. Façonner l'avenir de la finance numérique. Cette alliance collaborative souligne l'importance mondiale croissante du XRP. L'engagement proactif de Ripple avec les banques et les institutions financières du monde entier positionne le XRP Ledger pour jouer un rôle central dans l'élaboration de la trajectoire de la finance numérique. Est-ce que vous avez une autre blockchain ou une autre compagnie qui a mis en place une plateforme de CBDC qui sera utilisée par les pays? Aucune. Aucune autre plateforme, aucune autre compagnie qui a pensé à faire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur job. Ils savent que Ripple, elle est là pour ça. Donc, c'est la job de Ripple. Tu vois ce que je veux dire? Ripple, encore une fois, elle est là pour accommoder le monde entier. Non seulement un pays ou un continent ou la crypto. C'est le monde entier. N'importe quoi qui veut se moderniser va utiliser ou sera connecté aux technologies de Ripple. Outre ses capacités techniques, la capacité unique de Ripple à combler le fossé entre la banque conventionnelle et le paysage dynamique de la crypto-monnaie témoigne de son impact potentiel. De plus, à mesure que l'adoption généralisée de la crypto-monnaie prend de l'ampleur, des partenariats comme Ripple et la Reserve Bank of New Zealand devraient jouer un rôle central dans l'élaboration du prochain chapitre de la banque numérique. Les parties prenantes et les observateurs des sphères financières et technologiques suivront de près la progression de cette collaboration. Les espoirs sont grands qu'il inaugurera des changements transformateurs qui résonneront dans le paysage financier. Magnifique, magnifique, magnifique. Et les gars, on avance. D10 déclare que les transactions XRP ne sont pas des titres, même si le tribunal certifie la demande d'appel de la SEC. Je suis d'accord. Maintenant, on sait que la SEC elle a demandé la permission au tribunal de faire appel. Donc là maintenant, D10 il dit, il pense que la juge va donner la permission à la SEC, il n'y a pas de problème. Ripple, elle s'en fout. Si la SEC fait appel, aucun problème. Ok, donc ça, on s'en fout. Si la SEC fait appel ou elle ne fait pas appel, on s'en fout. Ok, littéralement, on s'en fout. Maintenant, D10 déclare que les transactions XRP ne sont pas des titres. Je suis d'accord. Les transactions XRP ne sont pas des titres. Mais tu peux avoir un débat sur ça. Les transactions XRP pendant les ventes institutionnelles que Ripple fait directement avec les institutions financières, peut-être que ces transactions-là, pendant ce moment-là, c'est des titres. Peut-être, tu peux débattre. Moi, je n'ai pas d'opinion dessus, je m'en fous. Moi, tout ce qui m'importe le plus, c'est XRP, ce n'est pas un titre. Après, transaction titre ou c'est pas un titre, à un moment donné, ils vont régler cette affaire-là avec un règlement, avec une amende ou avec ça, on s'en fout. Pour de vrai, ça ne change rien à l'image de la chose, ça ne change rien à l'utilité de XRP, ça ne change rien à l'objectif et à la mission de Ripple. Ça, moi, il n'y a rien qui me stresse concernant ça. Maintenant, est-ce que les transactions XRP, ce sont des titres pendant un certain moment? Comme je viens de te dire, c'est un débat. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, il y en aura qui sont d'accord, il y en aura qui ne sont pas d'accord. On s'en fout, ok? On avance. L'avocat John Deaton a déclaré que même si le juge aurait certifié la demande d'appel de la SEC et suspend le procès Ripple, les transactions XRP ne peuvent pas être considérées comme des titres.
L'éminent avocat spécialisé dans la cryptographie, John Deaton a continué de clarifier les questions relatives au statut non-titre du XRP. Dans un tweet récent, l'avocat vocal a souligné une idée fausse sur le sort des transactions XRP si le tribunal accordait la demande d'appel interlocutoire de la SEC. Ben c'est vrai, c'est pas parce que le tribunal va dire oui, ok, la SEC, tiens, je te donne la permission de faire un appel. Ça ne veut pas dire que ça confirme que les transactions de XRP, c'est des titres. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que la SEC a le droit de faire un appel. C'est le processus de la justice de chaque affaire juridique. Elle a le droit. Maintenant, Stewart Alderoty, il dit que la SEC n'a pas encore le droit de demander la permission. Mais elle peut le faire. Et la juge pourrait rejeter sa permission, lui dire non, non, tu n'as pas encore le droit. Donc, c'est dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans je ne sais pas combien de temps. Ou bien elle peut juste lui dire, ok, tu sais quoi, vas-y, go. Parce que pourquoi la juge n'a pas encore donné son jugement final. Et c'est pour ça que cette affaire a besoin d'appel, a besoin de ce genre de choses pour, s'il y a quelque chose à changer, ben on va la changer. Mais jusqu'à date, la SEC n'a rien prouvé, n'a rien ramené de miraculeux pour que la juge se dise « Ok, je me suis trompé la première fois, donc je vais rectifier mon tir. » Non, 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 non. Les ventes programmatiques ne sont pas des ventes de titres. Pourquoi? Parce que les gens qui achètent des XRP dans ces ventes programmatiques, quand ils payent, ils ne savent pas si l'argent va directement de chez Ripple. Donc, il n'y a pas de contrat d'investissement. Ça, je suis d'accord à 100%. Impossible que la juge revienne sur ça. Les ventes institutionnelles, il y a un contrat d'investissement. Donc, ça respecte le test Howey. Donc, la juge, elle a dit oui, c'est des ventes de titres. Maintenant, dans ce volet-là, c'est ou bien Ripple, elle arrête complètement ses ventes. Et là, ces mêmes institutions financières vont acheter directement du marché secondaire, ce qui est bon pour nous. Ou bien Ripple va continuer à faire ses ventes. Et bien sûr, elle doit passer par la SEC et enregistrer n'importe quelle vente qu'elle fait avec une institution financière directement. Ça, c'est deux scénarios. Troisième scénario, Ripple, elle poursuit la SEC, elle demande un appel concernant ça, elle ramène des preuves, elle prouve que ce n'est pas des ventes de titres et la juge revient sur sa décision. Elle dit même les ventes institutionnelles ne sont pas des titres. Et là, la SEC, elle prend dans le cul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a 3 scénarios. Mais les 3, moi, ça me va. Moi, je m'en fous parce que ce n'est pas ça notre but. Nous, les investisseurs, on a investi sur XRP. On n'a pas investi sur Ripple. On n'a pas investi sur les ventes. Non, on a investi sur XRP. XRP, après toutes les vidéos, après toutes les streams qu'on a fait, XRP est un outil financier. Il a une solution, il a une utilité. Pas une utilité, mais plein d'utilités. Donc, le monde en a besoin. Il est indispensable et nécessaire. Donc, c'est ça le truc le plus important pour moi. Tant que ce n'est pas un titre, le reste, je m'en contrefous. Et vous aussi, vous devez faire la même chose. Un média a noté que si la juge Annalisa Torres approuvait la demande d'appel de la SEC, la plupart des transactions XRP pourraient encore être des transactions sur titre. Ça ne veut absolument rien dire. Deaton réagit. Réagissant, l'avocat Deaton a noté qu'il s'agissait d'une fausse affirmation, ajoutant qu'il s'agissait du FUD total. Peur, incertitude et doute. Ben oui, bien sûr. Maintenant, si vous avez remarqué un truc, depuis que la SEC a perdu, donc tu as les mêmes personnes qui disaient que la SEC allait gagner le jugement sommaire. C'est les mêmes personnes qui ont changé de veste, qui ont changé de vêtements. Maintenant, ils disent que la SEC va faire appel, elle va gagner l'appel et toutes les décisions que la juge a prises, elle va les revoir, elle va revenir sur ces décisions. Vous voyez comment ils s'en foutent ces gens-là? Donc, depuis 2 ans qu'ils nous cassent la tête, la SEC va gagner. Là, clairement, ils ont eu tort. Maintenant, ces mêmes personnes-là, au lieu de changer de chapitre et avancer avec nous, non. La juge a tort. La SEC va faire appel. Et la SEC va gagner. Donc, c'est la même cassette. Et là, encore une fois, ils vont avoir tort. Etc. Selon l'avocat Deaton, même si le juge Torres décide de certifier l'appel interlocutoire de la SEC et de suspendre le procès Ripple, cela n'impliquerait pas que la plupart des transactions XRP sont des titres. Cela supposerait que le simple fait que la SEC prétende que c'est le cas signifie que c'est le cas. Ce n'est même pas près d'être exact. Ben ouais, parce que la SEC, si elle prétend être le cas, ramène les preuves. S'il n'y a pas de preuves, ce n'est pas le cas. Tu vois? C'est pas parce qu'elle va faire appel que c'est le cas. C'est pas parce qu'elle va faire appel qu'elle a raison. C'est pas parce qu'elle va faire appel que Ripple va perdre. Ramène des preuves. Montre-moi, explique. La demande de la SEC n'est pas la loi. En outre, l'avocat Deaton a partagé un document montrant que la SEC admettait que le juge Torres était le forum exclusif pour tester la validité de ces affirmations. Tu vois, la SEC n'est pas la loi. La SEC
doit respecter la loi. Donc, elle ne doit pas laisser des fraudeurs ou des arnaques voler les investisseurs. C'est ça le truc. Mais ce n'est pas la loi. Le juge Torres, c'est la loi. L'avocat pro XRP a ajouté que le juge avait testé la théorie de la SEC sur Huawei et l'avait rejetée. Ditten a affirmé que tout ce que la SEC prétend être une sécurité n'est pas la loi. La SEC demande un appel interlocutoire. Il convient de noter que la SEC a annoncé son intention de faire appel de la décision du juge Torres sur les ventes de XRP par Ripple aux investisseurs de détail. La semaine dernière, le régulateur a pris une mesure officielle en demandant l'autorisation de déposer un appel interlocutoire. Notamment, l'appel de la SEC se concentrera sur les ventes programmatiques de Ripple de XRP sur les marchés secondaires et d'autres distributions, car le juge a statué que les deux transactions ne constituaient pas des titres. Donc là, on a le marché secondaire et on a les ventes programmatiques. Donc, il y a deux trucs de marché secondaire. Moi, pour de vrai, je ne vais pas te mentir, je pensais vraiment les ventes programmatiques, c'était des ventes qui se faisaient pour les institutions, quelque chose comme ça. Mais là, on parle du marché secondaire. Donc là, c'est les particuliers. Là. Donc là, il y a deux volets qui touchent les particuliers. Donc, les échanges. Donc, ils vendent des XRP dans les échanges. Donc, c'est les particuliers qui achètent les XRP des échanges. Donc ça, XRP, ce n'est pas un titre. Mais les ventes programmatiques qui se font dans les échanges, donc, bien sûr, parce que là, on touche les marchés secondaires, eux sont des titres, tu vois. Mais moi, la vérité, je ne vais pas te mentir, je vais être honnête avec vous, je pensais que les ventes programmatiques ne touchaient pas les marchés secondaires, touchaient plus les institutions financières, etc. Mais là, on parle clairement du marché secondaire, ok? Ça ne me stresse pas, je m'en fous. Parce que si le premier volet, le marché secondaire, XRP, ce n'est pas un titre, comment les ventes programmatiques dans le même marché secondaire sont des titres? Ça ne fait aucun sens, merde. C'est encore pire pour la SEC. Ça ne fait aucun sens. Selon la SEC, la décision sur les ventes programmatiques XRP de Ripple pose des questions de droit déterminantes sur lesquelles il existe un motif substantiel de divergence d'opinion, comme l'a reflété le juge Jed Rakoff dans l'affaire SEC Terra. On peut rappeler que le juge Rakoff a rejeté la distinction du juge Torres entre les acheteurs institutionnels et les acheteurs du détail de XRP. Selon le juge Rakoff, le test Huawei ne fait pas de distinction entre les types d'acheteurs que le juge Torres a dessiné dans sa décision. Mais non, mais je ne suis pas d'accord avec Rakoff. Parce que si tu appliques le test Huawei sur tout et n'importe quoi, ben tout est un titre. Et tu ne vas pas laisser l'innovation avancer, tu ne vas pas laisser les choses se faire. Ça ne fait aucun sens. Quand tu vois qu'il y a des ventes différentes, la première vente, c'est des ventes institutionnelles. Donc, tu prends ton test Huawei. Et tu coches, tu dis, ok, dans ces ventes institutionnelles, il y a un contrat d'investissement. Donc, première coche, c'est bon. Donc ça, respecte le test Huawei. Donc, il y a des ventes de titres. Dans le marché secondaire, est-ce qu'il y a un contrat d'investissement? Est-ce que Ripple, il y a un contrat avec elle qui nous confirme comme quoi elle va nous payer des dividendes ou des efforts? Non, que dalle. Donc, la juge, elle a eu raison de différencier les ventes, les catégories d'investisseurs. Jed Rakoff, ce gars-là, le juge Rakoff, au contraire, c'est un mauvais juge. C'est un mauvais juge qui est à 100% derrière la SEC. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire de Telegram. L'affaire de Telegram, il y a plein d'affaires qui ont été victimes de leur propre juge parce que les juges s'en foutent littéralement de l'innovation, s'en foutent littéralement de la technologie et ne la comprennent même pas. Donc, ils favorisent directement la SEC parce que la SEC est une agence gouvernementale. Donc, eux, c'est le juge de la loi. L'autre, c'est une agence gouvernementale. Donc, d'office, il y a une relation avec eux. D'office. Tu vois? Donc là, maintenant, c'est la première fois où on voit deux juges, la juge Torres et Sarah Nedburn, qui sont contre la SEC. Et là, on voit clairement comme quoi tous les autres juges sont contre ces juges. Tu vois comment c'est les trucs? Bref. Un avocat pro XRP dit que le juge Torres ne s'est pas trompé. Je suis d'accord. La remarque du juge Rakoff a remis en question la décision Ripple, beaucoup suggérant que le juge Torres s'est trompé. Cependant, c'est du FUD. C'est du FUD. C'est les mêmes personnes qui pensaient que la SEC allait gagner le jugement sommaire. C'est les mêmes personnes qui disent que le juge s'est trompé. Parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Elle est coincée ici dans leur gorge. Ils n'arrivent pas à y croire. Ils se disent, waouh, on a vraiment perdu. Pendant tout ce temps-là, on était trop sûrs de nous. Là, on a vraiment perdu. Ah non, 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 non. La juge, elle s'est trompée. Elle est conne, la juge. La juge, elle fait n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Nous, on connaît la vérité. Sérieux, man. Sérieux, man. Sérieux. Si tu connaissais la vérité, t'aurais déjà... Je sais pas qu'est-ce que tu aurais fait. Cependant, l'avocat pro XRP Bill Morgan a partagé un document montrant que la SEC était chargée de distinguer les ventes XRP de Ripple en 3 catégories. Vente programmatique, vente institutionnelle et autres distributions.
Selon Morgan, le juge Torres a suivi la catégorisation des ventes de Ripple par la SEC et leur a appliqué le test oui réagissant. Deaton a déclaré qu'il était prêt à parier des fonds importants que le deuxième circuit n'annulerait pas la décision du juge Torres. Même moi, je suis totalement d'accord parce que pour annuler la décision du juge Torres, il te faut beaucoup plus que ce que tu as mis sur la table pendant ces 2 ans, pendant ces 3 ans d'affaires juridiques. Donc pendant 2 ans, depuis 2020 jusqu'à décembre 2020 jusqu'à juillet 2023, donc ouais, facilement 3 ans facile, presque, t'as rien sorti de sérieux, tu as eu 3 ans et tu as quand même perdu le jugement sommaire. Maintenant, tu es en train de demander un appel dans le deuxième circuit pour je ne sais pas combien de mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas combien, avant que la juge donne son jugement final. Et tu comptes faire revenir la juge sur sa décision. Avec quel argument et avec quel document et avec quelle preuve? Aïe, aïe, aïe. Un expert demande au CTO de Ripple pourquoi XRP n'est pas sur Ripple Liquidity Hub malgré la clarté juridique. Même moi, je me pose la question pour de vrai. Pour de vrai, je ne me suis même pas posé la question. La vérité, je ne me suis même pas posé la question. J'ai totalement oublié cette partie-là, Liquidity Hub. Mais David Schwartz va répondre et on va lire ça. Dans un tweet récent, David Schwartz, le directeur de la technologie de Ripple, a demandé aux passionnés de crypto sur quel aspect de la crypto il devrait mieux informer la communauté. La communauté XRP a suggéré divers sujets sur lesquels elle avait besoin de plus de précision. Les suggestions comprenaient l'intersection des cas d'utilisation Ripple et XRP, ainsi que le statut du produit on-demand liquidity de Ripple. Pendant ce temps, Bill Morgan, un éminent avocat connu pour sa position pro-XRP, a posé une question cruciale sur les opérations commerciales de Ripple. Pourquoi Ripple n'a-t-il pas encore ajouté XRP dans Liquidity Hub? Morgan a demandé Schwartz pourquoi l'entreprise ne pouvait pas inclure XRP parmi les actifs numériques pris en charge dans son centre de liquidité. L'avocat estime maintenant plus que jamais que le XRP mérite d'être sur la liste compte tenu de son statut réglementaire clair. Ça, je suis d'accord avec Bill Morgan. Oui, pourquoi XRP n'est pas encore dans le Liquidity Hub? La raison pour laquelle Ripple ne peut pas ajouter le XRP au centre de liquidity, en fait, je vais même pas lire, j'ai même pas encore lu ces paragraphes. L'affaire n'est pas encore finie. La SEC va faire un appel. Donc, pour rester professionnel et pour rester transparent, ça serait logique pour une compagnie comme Ripple d'attendre que la juge donne son jugement final. Tu vois? Même si on sait que cet appel n'a pas rapport avec la nature de XRP, il a plus rapport avec les ventes programmatiques et les ventes institutionnelles ou je ne sais pas quoi d'autre, ça reste que l'affaire elle est encore en cours. Ça reste que la juge n'a pas encore donné son jugement final. Ça reste qu'il y a encore de la confusion, il y a encore le doute et ça reste qu'il y a beaucoup de juges qui ne sont pas d'accord avec la juge Torres. Ça reste qu'il y a beaucoup de FUD, ça reste. Donc, ce n'est pas encore clair, même si pour nous, c'est clair depuis le jour numéro 1. Donc, c'est pour ça que tant que ce n'est pas encore fini, on préfère ne pas créer plus de problèmes, plus de friction, plus de je sais pas quoi. On reste calme, on ne met pas XRP dans la liste Liquidity Hub. Ça, c'est ma logique. Je n'ai même pas encore lu l'article sur la vie de ma mère. On va lire maintenant. La raison pour laquelle Ripple ne peut pas ajouter le XRP au centre de liquidité maintenant est que le tribunal a conclu que le XRP lui-même n'est pas un titre, a demandé Morgan. L'influenceur XRP bien connu, Mr. Huber, a deviné que la raison en était que Ripple Liquidity Hub était conçu pour répondre aux besoins des institutions. Ça, on le sait. Notamment, le blog de Ripple a déclaré que le hub de liquidité facilite l'achat et la vente d'actifs numériques pour les entreprises américaines, australiennes et brésiliennes. Néanmoins, la raison de l'exclusion du XRP attend toujours une réponse car le XRP est également un actif numérique. Dans le fil de conversation, Morgan a noté que l'exclusion du XRP par Ripple pour les entreprises aux États-Unis est compréhensible. C'est vrai, parce que l'affaire elle est encore en cours. Cependant, il a expliqué pourquoi Ripple n'offre pas de XRP dans le centre de liquidité pour les institutions non américaines comme l'Australie et le Brésil. Ça, c'est une bonne question. J'aimerais moi aussi connaître la réponse. Les pools de liquidité ne proviennent-ils pas en partie au moins de XRP sur les bourses et non de vente directe, a-t-il demandé. Donc, regardez comment ça parle de pools de liquidité. Donc, le Liquidity Hub sera... Là, maintenant, je vais revenir en arrière avec ce que je vous ai lu tout à l'heure, avec les AMM. Quand les AMM seront approuvés, les validateurs vont faire un vote et les AMM seront mis sur le XRP Ledger pour de bon et ça sera live. Le Liquidity Hub sera connecté au AMM.
Parce que rappelez-vous des AMM. AMM, c'est la liquidité. Créer de la liquidité. Le Liquidity Hub, c'est vraiment pouvoir vendre et acheter n'importe quel actif. Donc, on crée de la liquidité pour les actifs numériques à travers ce service qui s'appelle le Liquidity Hub. Donc, ça a rapport avec la liquidité. So, je pense fortement que le XLS30D sera connecté au Liquidity Hub. Parce que nous, on sera des fournisseurs de liquidité. Donc, on va fournir de la liquidité pour XRP. On va fournir peut-être de la liquidité pour d'autres actifs. Les institutions financières vont fournir de la liquidité pour d'autres actifs. Donc, le Liquidity Hub va profiter du AMM, à mon avis, pour améliorer la liquidité. Je suis sûr et certain. Bref. Maintenant, revenons à notre sujet. En outre, l'avocat fait valoir que XRP détient un meilleur statut réglementaire que les pièces telles que BTC, LTC, Ethereum, Bitcoin Cash pris en charge sur le Ripple Liquidity Hub. Pendant ce temps, la conversation a changé de vitesse lorsqu'un utilisateur de Twitter a posé des questions sur la différence entre Ripple offrant XRP aux institutions et les crypto-monnaies prises en charge par le Hub. De plus, le tribunal américain a statué que la vente de XRP de Ripple aux institutions est un contrat de sécurité. Donc, le fait que la SEC a gagné le volet qui est les ventes directes avec les institutions financières, les ventes que Ripple fait directement avec les institutions financières, ben, d'après la juge, c'est des ventes de titres. Tu vois? Donc, si on comprend bien, c'est que XRP vis-à-vis les institutions, c'est un titre, genre, si je comprends ce paragraphe. Pendant ce temps, la conversation a changé de vitesse lorsqu'un utilisateur de Twitter a posé des questions sur la différence entre Ripple offrant XRP aux institutions financières. Donc, cette offre que Ripple fait directement aux institutions financières rend XRP comme un titre. Donc, les ventes qu'elle fait, c'est des titres. Donc, peut-être c'est ce qui bloque le listing de XRP dans ce service Liquidity Hub. Mais là, on parle aux États-Unis. Mais dans le monde entier, pourquoi XRP ne figure pas dans le Liquidity Hub? Et ça, c'est une bonne question, une bonne remarque venant de Bill Morgan. Malheureusement, moi, je n'ai pas de réponse. La seule réponse que j'ai, c'est que l'affaire juridique n'a pas encore fini aux États-Unis. Donc, ça ne m'étonne pas que XRP ne figure pas dans le service Liquidity Hub. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que XRP sera dans la liste des actifs numériques dans le Liquidity Hub parce que le AMM, le XLS30D, qui a rapport avec la liquidité, sera bientôt live. Et je pense que Liquidity Hub sera marié au AMM pour fournir une meilleure liquidité. Et XRP sera utilisé ici là-dedans. Donc, c'est juste une question de temps. Maintenant, est-ce que ça me stresse le fait qu'il soit sur le Liquidity Hub ou pas? Non. Mais j'aimerais bien avoir une meilleure réponse. Pourquoi? Tu vois? Malheureusement, on n'a pas de réponse live. En réponse, Morgan a souligné qu'il était un peu probable que les institutions que Ripple offrait à BTC, Ethereum et LTC s'attendent à un quelconque profit des efforts de Ripple. Notamment, au moment de mettre sous presse, Ripple CTO n'a pas encore répondu à la raison pour laquelle XRP ne fait pas partie des actifs numériques pris en charge sur le Liquidity Hub. Donc, David Schwartz n'a pas répondu. Il n'y a que Bill Morgan qui donnait son opinion. Voilà. Mais on attend la réponse et même moi, j'aimerais connaître la réponse. Mais c'est rien de grave, les gars. Donc, pensez pas que je sais pas quoi. Donc, je vous connais là. Vous allez loin avec vos idées. Ça par rapport. C'est juste, ils attendent un bon moment ou un truc du genre. Et moi, je suis sûr que c'est l'affaire juridique. Un candidat pro Bitcoin, what the fuck, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire là? Ah voilà. Instarim. Donc Instarim utilisera les paiements de Ripple pour un traitement plus rapide des transactions. Donc Instarim, un fournisseur de solutions de paiement basé à Singapour, a annoncé qu'il utilisera Ripple Payment pour ses opérations de trésorerie et pour aider ses petites et moyennes entreprises clientes. Avec l'intégration du produit blockchain de Ripple, Instarim vise à réduire le temps de traitement des transactions d'au moins 50%. Cette décision devrait permettre des paiements mondiaux plus rapides, plus sûrs et plus efficaces, renforçant ainsi la position de l'entreprise en tant que leader dans le domaine des solutions de paiement. Le développement intervient alors que Ripple continue de renforcer ses services de paiement basés sur la blockchain dans le monde entier. Rappelez-vous que Ripple, elle a eu sa licence au Singapour. Et une fois qu'elle a eu sa licence au Singapour, on a eu Instarim. Tu vois, donc les choses avancent très vite. Et en plus de ça, on parle de quoi? Gérer la trésorerie. Donc maintenant, Instarim, grâce à Ripple, elle aura une meilleure gestion de trésorerie. Et ça, c'est très important pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle institution financière et n'importe quelle banque. Si elle a une mauvaise gestion de trésorerie, elle sera dans la merde. Et Ripple permet aux institutions financières, aux entreprises, etc. d'avoir une meilleure gestion de trésorerie en utilisant ODL. Maintenant, ça parle aussi d'aider des petites et moyennes entreprises. C'est ça le but. C'est ça le but.
donc les petites et les moyennes entreprises, grâce à la modernisation du système bancaire, donc les petites banques et les systèmes de paiement comme Instarem peuvent offrir des meilleures solutions aux petites et moyennes entreprises. Donc, au lieu que les petites et moyennes entreprises payent des frais énormes pour des paiements transfrontaliers, grâce à la connexion à certaines banques qui utilisent la technologie de Ripple, que ce soit des systèmes de paiement ou des banques, donc comme Instarem, etc., ben ces petites et moyennes entreprises peuvent être sur le même level playing field que les grandes banques, que les grandes entreprises. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut compétitionner avec les grands. Et c'est quoi la compétition? Quand on parle de compétition, on parle de quoi? On parle de frais, on parle de ci, on parle de ça. Parce que si les grandes banques et les grandes institutions financières et les grandes entreprises peuvent faire des paiements transfrontaliers sans pas beaucoup de frais, par exemple, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, 10 $, pourquoi les petites et les moyennes entreprises doivent faire des paiements transfrontaliers, les mêmes paiements transfrontaliers, mais eux, ils doivent payer 100 $ de frais? Ça ne fait aucun sens. Donc, ce n'est pas juste. Donc, pour mettre tout le monde sur le même level playing field, il faut qu'ils utilisent la technologie Ripple. Et je pense que la technologie Ripple, elle a été créée pour ça. Pour d'abord fixer des corridors gris, donc des corridors qui n'ont pas de liquidité entre deux devises, améliorer les infrastructures des petites et moyennes entreprises et surtout améliorer le système bancaire des petites et moyennes banques. Ok? Donc, on le voit clairement avec Instarem au Singapour et c'est magnifique. Donc, les investisseurs d'Ethereum sont... pourquoi what the fuck? C'est quoi ce délire là? Pourquoi ça me donne... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et pour finir, Ripple contre la SEC, gagner un appel interlocutoire ne garantira pas à SEC un triomphe. Je suis totalement d'accord, encore une fois, je le dis, je le répète. C'est pas parce que la SEC va faire un appel que la SEC va gagner. Si la SEC était supposée de gagner, elle aurait gagné le jugement sommaire. 3 ans. Elle a eu 3 ans pour ramener le meilleur argument, le meilleur truc pour mettre Ripple à genoux. Rien. Que dalle. C'est pas parce qu'ils vont faire un appel au deuxième circuit que la SEC, pendant ces 3 ans-là, elle cachait des armes. La SEC ne va pas cacher des armes pendant 3 ans. Et elle va les sortir dans le deuxième circuit. Ça ne fait aucun sens, c'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas dans un film de Marvels là, ou de Spider-Man ou je sais pas quoi. Non, non. Ça, c'est comme ça que ça marche, la justice. Si tu as des arguments fiables et sérieux, tu les aurais sortis depuis le début. Là, tu n'as rien sorti. Et là, tu comptes sortir des choses incroyables au deuxième circuit pour que la SEC triomphe. Mais non, ça ne fait aucun sens, les gars. Ça ne fait aucun sens. Donc, les gens qui disent que la SEC va triompher parce qu'elle va faire un appel, c'est les mêmes personnes qui disaient que la SEC allait gagner dans le jugement sommaire. Selon un analyste juridique Meta Lawman, 6 professeurs de droit des meilleures universités aident Coinbase dans une affaire contre la SEC. Ils ne sont pas d'accord avec la façon dont la SEC considère certains jetons cryptographiques comme des contrats d'investissement. Il dit que les professeurs disent qu'historiquement, les contrats d'investissement signifiaient que les investisseurs recevaient une part de l'argent ou des actifs futurs. Il souligne également une décision de 1946 qui disait la même chose. Les investisseurs doivent continuer à avoir un intérêt dans l'argent ou les actifs de l'entreprise pour être considérés comme un contrat d'investissement. Donc, doivent continuer à avoir un intérêt dans l'argent. Bien sûr, si on est investi, on veut de l'argent, bien sûr. Donc, c'est pas ça qui fait que c'est un titre. Ou les actifs de l'entreprise. Est-ce que XRP, c'est un actif de l'entreprise? Non. Parce que Ripple n'a pas créé XRP. Ripple n'a pas fait de ICO. XRP, ce n'est pas une action de Ripple. Donc, c'est deux trucs différents. Donc, il n'y a pas des actifs de l'entreprise pour être considéré comme un contrat d'investissement. Donc, là, je parle avec les particuliers. Okay? Cela va à l'encontre de l'idée de la SEC selon laquelle certains jetons cryptographiques sur d'autres marchés sont des contrats d'investissement. À son avis, c'est un coup dur pour l'idée de la SEC et cela pourrait changer la façon dont nous parlons et contrôlons les crypto-monnaies. Cependant, le commentaire de l'analyse de marché Dave Wesber suggère qu'il considère l'affaire Coinbase comme un exemple plus évident que la SEC va au-delà de son autorité par rapport à l'affaire Ripple. Dave a ajouté « Cela semble un défi de taille car cela n'a pas de sens en vertu de la loi et des mémoires comme celui-ci détruisent cet argument. » Donc là, on ne va pas parler de Coinbase, mais là, ici, on parle de Ripple. Il a souligné également que pour la SEC réussisse dans l'affaire Ripple, il ne leur suffirait pas de gagner un appel provisoire. Cette affaire tournera probablement autour des ventes systématiques de Ripple à des fins de collecte de fonds. La SEC devra aller plus loin en convainquant les tribunaux
que les transactions symboliques qui ne sont pas liées à une levée de fonds pour un projet partagé peuvent toujours être considérées comme des contrats d'investissement. Donc maintenant, comment tu vas trouver la preuve ou l'argument qui va convaincre les tribunaux comme quoi les transactions symboliques qui ne sont pas liées à une levée de fonds, Ripple n'a pas fait de levée de fonds, Ripple n'a pas fait de ICO, Ripple n'a pas fait ce que Ethereum a fait. Ouais, achetez des XRP, on va vous donner, on va vous donner, on va vous donner. Non, non, rien. Que dalle. Donc, comment tu vas prouver ça et comment tu vas ramener une preuve solide pour dire que les transactions symboliques qui ne sont pas liées à un levée de fonds pour un projet ou n'importe sont des titres ou sont un contrat d'investissement? Comment tu vas faire? C'est ça la question. Comment? Moi, je ne suis pas un avocat. Moi, je ne suis pas dans l'affaire juridique. Je ne suis même pas un juge ni rien. Mais je me pose la question. Et la logique fait du sens. Comment ils vont trouver la preuve ultime pour que les tribunaux disent oui, la SEC, tu as raison? Où ça? Si tu n'as pas fait de levée de fonds, si tu n'as pas fait de ICO, où? Tu vois? Donc voilà les boys. Une vidéo propre pour vous, 45 minutes pour bien commencer la semaine. J'espère que vous allez aimer. Merci pour vos visionnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Venez dans le Discord si vous voulez connaître plus. Mercredi, je serai en stream, un magnifique stream à 21h heure française sur le Discord. Et vendredi, un autre stream à 21h heure française sur le Discord. Ça va être incroyable, ça va être malade. Donc, prenez soin de vous et on se capte demain pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde.